Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Bonjour et bienvenue sur Trajectoire migratoire. On va faire un truc simple aujourd'hui et vous l'aurez compris, il n'y a pas d'invité aujourd'hui, pas de débat, juste moi derrière le micro et vous qui m'écoutez. Il n'y aura pas de questions à poser. Ok, si, on va se poser des questions entre nous, hein. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le débat. Même seul ou en solo, on peut se questionner toujours. Et donc, j'avais envie de prendre ce temps pour parler de migration autrement. Parce que, franchement, et on en parle beaucoup, mais on en parle souvent mal. Moi, la migration, je la vois tous les jours. C'est des questions que je traite depuis un certain nombre d'années. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, dans mon dernier livre, Les trajectoires migratoires guinéennes au-delà des chiffres, j'ai essayé d'aborder un certain nombre de questions. J'ai essayé d'analyser un certain nombre de questions liées à la migration guinéenne. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de migration calmement, avec un peu de nuance. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Une question simple, mais sûrement dérangeante. Pourquoi quelqu'un quitte son pays? Pourquoi? Pas pour devenir riche, pas pour l'Eldorado. Et d'ailleurs, on reviendra sur cette notion que beaucoup connaissent, l'Eldorado. Et je pense que c'est pas aussi pour le plaisir. Alors pourquoi? Gardez bien cette question en tête. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que tout le monde ne migre pas? On a l'impression que tout le monde migre, que le monde entier est en mouvement, que les frontières sont assiégées. Alors il faut bien comprendre que voilà, on vit dans un monde interconnecté, interdépendant. On parle de globalisation, on parle de mondialisation depuis très longtemps. Et certains vont même jusqu'à dire qu'on vit dans un village planétaire. Mais en réalité, pour revenir à la question de savoir si tout le monde migre, en réalité, c'est faux. François Héran, un grand spécialiste de la migration français, le rappelle très souvent. Il a rappelé dans ses travaux. Alors, c'est peut-être des statistiques ou des données qui sont un peu anciennes, mais dans ses travaux, il disait que plus de 85 des personnes sur Terre n'ont jamais migré. Alors là, je vous parle d'un grand spécialiste de migration. Il fait beaucoup d'enquêtes et donc, selon en tout cas les statistiques, il disait que plus de 85 des personnes sur Terre n'ont jamais migré. Ouais, 85. Vous imaginez? Et selon les dernières estimations des Nations Unies, en 2024, je dis bien en 2024, plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent dans un autre pays que celui où elles sont nées. Ce qui représente environ, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 3% de la population mondiale. Et autrement dit, si on prend les chiffres sur la population mondiale, le nombre de la population mondiale, je pense que ça tourne aujourd'hui autour de 8 milliards d'habitants. Sur les environ 8 milliards d'habitants, moins d'une personne sur 25 est un migrant international. Une personne sur 25. Vous vous rendez compte? Moins d'une personne sur 25 est un migrant international. Un chiffre qui a presque doublé depuis les années 90 en nombre absolu, mais dont la part relative
reste relativement faible dans l'ensemble de la population mondiale, puisque là, on parle de population mondiale. Alors, il y a des données aussi qui sont disponibles par, par région, par pays. Il y a des grandes structures aujourd'hui qui travaillent sur les données ou les statistiques de la migration au niveau mondial. Et donc, je pense qu'il est très important, en tout cas, de se rendre compte que tout le monde ne migre pas. C'est parce qu'on voit souvent dans les médias et on essaye de faire croire au monde entier que la migration est devenue un phénomène difficile à gérer parce qu'on a l'impression que tout le monde quitte son pays pour aller dans un autre pays. Et surtout, les populations du Sud sont en train de quitter en masse leur pays pour aller vivre dans des sociétés des pays du Nord. Cette statistique regroupe tous les migrants internationaux, vous l'aurez compris. On peut penser aux travailleurs, oui, aux travailleurs justement, en fait, des personnes, des migrants travailleurs qui partent pour le travail. On peut penser aussi aux étudiants, mais aussi on peut penser aux personnes déplacées ou simplement résidant à l'étranger, quel que soit leur statut juridique ou leur motif de migration. Dans les épisodes précédents, on a abordé cette question sur les statuts juridiques. Comme vous le savez, le terme migrant ou la notion de migrant n'existe pas juridiquement. On parle plutôt, en tout cas dans plusieurs pays d'accueil aujourd'hui, on parle plutôt de statut. On parle de différents statuts au niveau de la migration. Et donc, peu importe en tout cas les statuts juridiques, là, vous avez cette statistique en fait qui apparaît dans les rapports des Nations Unies. Donc, si vous êtes en train de m'écouter depuis votre canapé, depuis votre voiture, ou si vous êtes à pied, en train de courir, en train de faire du sport, je pense que statistiquement, vous êtes dans la majorité. La migration, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas la norme, hein. La norme, c'est vraiment de rester dans son pays. Donc, on a vu les chiffres. Donc, ce qui veut dire, en fait, selon les chiffres, c'est que la norme, c'est vraiment de rester vivre dans son pays. Donc, le peu de personnes, en tout cas, qui se déplacent sont beaucoup plus vus que ceux qui restent. Pourquoi? Parce que et ils sont filmés, ils sont comptés, comptabilisés, on les transforme en problèmes. D'ailleurs, dans mon livre, je l'ai répété, hein, on parle de chiffres, alors qu'au-delà, ce sont des vies, quoi. Et pourquoi partir? Pourquoi partir alors? C'est une question qui se pose très souvent. Et donc, dans mon livre, c'est une question à laquelle j'ai répondu concernant, en tout cas, la migration guinéenne. Et là, François Héran, le spécialiste en tout cas de migration, le spécialiste français de migration, a une phrase que j'aime beaucoup. Il disait quoi, François Héran? Il disait que face à un État défaillant, il y a 3 options. Soit vous protestez, soit vous vous soumettez, ou soit vous partez. Je répète, François Héran disait que face à un État défaillant, il y a 3 options. Soit vous protestez, soit vous vous soumettez, soit vous partez. C'est ce que certains spécialistes appellent aujourd'hui ou très souvent voter avec ses pieds. C'est-à-dire quand on est face à un État qui est défaillant, partir est la solution. C'est-à-dire voter avec ses pieds, c'est un peu le mode de vote ou le moyen de vote en tout cas que certains adoptent. Donc ils votent avec leurs pieds, c'est-à-dire en partant du pays. Et ça, heu, on l'a vu 1000 fois, des jeunes diplômés, des parents, des personnes qui n'avaient pas prévu de partir. Et là, je pense d'ailleurs à l'épisode précédent où j'avais reçu
mon très cher ami, Ablaye Ndiaye, et que je salue de passage, qui disait, que pour répondre à la question, de savoir, et de besoin de partir vivre à l'étranger. Parce que c'est un Sénégalais qui vit aujourd'hui en France. Donc je lui ai posé la question, de comment est-ce que, le fait de partir a été un rêve pour lui ou, voilà, c'est quelque chose qui s'est construit, progressivement? Et lui, il me disait que, passion pour lui, en fait, il a jamais voulu partir. Donc depuis très jeune, il a jamais pensé, en tout cas, à partir de son pays. Il a toujours voulu rester, dans son pays, travailler dans son pays. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut ou qu'il n'avait pas envie de partir pour quelques jours ou quelques semaines dans le cadre de son travail. Et d'ailleurs, il disait, quand il était journaliste, il voyageait beaucoup. C'est à travers le métier qu'il a d'ailleurs, visité beaucoup de pays. Donc c'est pour vous dire qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas envie, de partir de leur pays, hein. Et les gens préfèrent vivre dans leur pays. Et donc, on ne quitte pas son pays, par plaisir, on le quitte quand rester devient trop cher. Et là, et on pense à toutes ces personnes qui vivent dans des pays, comme on l'a dit, défaillants, où il y a pas de liberté, où, il y a pas d'état de droit, il y a pas de démocratie, les gens sont persécutés, il y a la misère, les gens ne travaillent pas, ne trouvent pas de travail. Et c'est difficile. On pense, aussi à ces pays, qui sont en conflit aujourd'hui, qui sont en guerre, et c'est très compliqué pour les populations qui vivent, au quotidien, la terreur, ils voient tous les jours, des personnes qui sont tuées, parce que c'est des pays qui sont en guerre, et c'est très difficile justement de rester dans ce genre de situation. Donc, beaucoup partent, quittent leur pays parce que voilà, rester, dans leur pays devient trop trop cher. Et dans mon livre, je raconte, ces trajectoires comme ça, des départs, qui ne sont pas héroïques, hein, mais, très logiques en fait, si on prend du recul, on y réfléchit bien. Alors, l'Eldorado, sérieusement, parlons-en un peu. On dit souvent que les migrants croient à l'Eldorado, mais François Héran le dit très bien, hein. Heu, Vous avez compris, dans cet épisode, je cite régulièrement François Héran. C'est quelqu'un que je suis, depuis très longtemps. Il fait beaucoup de travaux sur la migration. Il n'y a pas que lui, hein, mais moi, c'est un peu, voilà, la personne dont je suis les travaux. Et donc, heu François Héran disait, que l'Eldorado est un mythe occidental. Les migrants savent, que ce sera difficile en partant de leur pays d'origine, ce sera long et ce sera parfois très, très humiliant. Personne ne traverse la Méditerranée, pour, le fun, hein, pour le plaisir. Heu, L'Eldorado n'attire pas du tout. C'est l'absence d'options qui pousse les personnes à partir. Et je pense que d'ailleurs, en fait, beaucoup ne savent pas ce que c'est, l'Eldorado. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est, sûrement des notions ou des termes qui sont développés, en Occident, heu, pour parler de telle ou telle situation. Et ça, encore une fois, hein, c'est au cœur de mon livre. La migration commence avant la frontière. Et petite pause, rapide. Si vous êtes toujours là, c'est que soit vous aimez le sujet, soit vous vous êtes, endormi, avec les écouteurs parce que c'est ennuyant. Et dans ce cas, bon courage, hein, quel que soit ce que vous faites. Mais si vous êtes, bien réveillé et que vous m'écoutez toujours, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast. Franchement, ça ne demande ni passeport, ni titre de séjour, ni test de langue. Allez-y, abonnez-vous. On continue. Hem, alors, parlons un peu de migration et travail. La vérité que beaucoup, beaucoup essayent d'éviter. Dans les travaux de François Héran,
on retrouve des analyses très pertinentes et profondes. Je pense, à une phrase incroyable qu'il avait prise, d'un citoyen européen et celui-ci disait quoi? Je cite: «Les migrants travaillent pour payer ma retraite». Je répète: «Les migrants travaillent pour payer ma retraite» et selon plusieurs spécialistes, il a raison. Beaucoup de métiers aujourd'hui, dans, certains pays, occidentaux sont des métiers pénibles, mal payés, des métiers qui sont très, très dévalorisés et donc sans, sans migrants, ces métiers, resteraient vacants. Sans migrants, ces métiers qu'on a cités, des métiers qui sont très pénibles, des métiers qui sont très mal payés, qui sont dévalorisés parce que les citoyens dans les pays d'accueil, ne veulent plus, voilà, faire ces métiers, ce genre de métier. On fait venir, d'une certaine manière ou d'une manière ou d'une autre les migrants qui vont justement, heu, occuper ces métiers et donc là, dans ce cadre, on accepte le travail des migrants, mais paradoxalement, on ne veut pas les voir et d'ailleurs, voilà, puisque je suis juriste, j'aime bien, aussi m'intéresser aux questions juridiques, ou au droit, sur la migration et moi je pense que et beaucoup le pensent aussi, beaucoup de spécialistes, disent, hein, le droit migratoire, ce n'est pas neutre et il y a beaucoup de textes, juridiques, que ce soit des textes juridiques, internationaux ou des textes juridiques au niveau national, de certains pays. On parle souvent de migration entre les textes juridiques, il y a des textes juridiques qui encadrent en tout cas mmh, un certain nombre d'éléments, liés à la migration, à l'immigration. Je vais encore citer, François Héran qui disait: «Le droit est une technique au service, du politique et surtout dans les questions, migratoires». Le droit est une technique au service du politique. Ce qui veut dire, en fait, le politique se sert du droit, voilà, pour imposer sa vision, pour, faire valoir ses positions, son programme. Le droit migratoire change tout le temps, on l'a vu dans beaucoup de pays, et on le voit régulièrement, hein. Le droit, il change tout le temps selon les élections, selon, les peurs. Parce que voilà, les médias aussi alimentent les peurs, alimentent beaucoup, les tensions et aussi, selon les besoins économiques, hein, puisque, on parlait de migration et travail et donc selon les besoins économiques, justement, heu le droit change et avant d'ailleurs, dans certains pays, occidentaux, on contrôlait les sorties. C'est-à-dire au lieu que avant, au lieu que les autorités contrôlent les entrées comme ça se fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, les autorités, cèdent en tout cas sur les entrées, des migrants. Mais avant, dites-vous bien que, on contrôlait les sorties. Donc on contrôlait parce qu'on avait besoin de ces citoyens, on avait besoin en fait de main-d'œuvre. Donc il fallait pas laisser les citoyens, partir. Et donc, ce qui faisait que, voilà, les entrées étaient beaucoup plus fluides, et donc pour tout ça pour vous dire que la migration, n'est pas gérée, hein. Elle est mise en scène et ça, en tant que juriste, je le vois, au quotidien et il est important puisqu'on a cité, François Héran, dans cet épisode, il est très important aussi de s'intéresser, à ces travaux liés au capital humain, au capital social. Il en parle beaucoup. Il n'y a pas que lui, hein, il y a des grands spécialistes qui parlent du capital humain, capital social. Alors je pense à Bourdieu qui est un spécialiste français, un grand spécialiste français qui a développé, la notion de capital social.
qui a beaucoup parlé du capital social dans ses travaux. Il y a aussi Gary Becker qui parle de capital humain. Et lui, en tout cas, le capital humain, c'est voilà l'ensemble des facteurs liés à l'éducation, la santé, la formation, la migration qu'une personne peut avoir dans sa vie. Et donc, le capital humain, pour lui, c'est vraiment l'éducation, la santé, la formation, la migration. Et donc là, la migration peut faire partie justement en fait du capital humain qu'une personne peut avoir. Et, et migrer, et là sur la base de ce qu'a développé Gary Becker, on peut estimer que voilà, migrer, c'est investir sur soi. Donc c'est du capital humain. Parfois, mais bon, on l'a dit, hein, l'investissement est très cher et coûte cher. Mais c'est un investissement pour le capital humain de la personne qui se déplace. Et Bourdieu ajoute aussi, parce que lui, c'est le grand spécialiste du capital social. Alors, quand je dis capital social, ne pensez pas au capital social qu'on a dans les sociétés, dans les sociétés commerciales, dans les sociétés anonymes. On parle de l'ensemble, le part social que chaque associé peut mettre dans la société pour constituer le capital social. Là, on n'est pas en droit des affaires là. Là, on parle du capital social qui est l'ensemble des réseaux. Alors, quand je dis réseaux sociaux, je pense aux médias, alors, aux nouvelles plateformes digitales qu'on a aujourd'hui, notamment Facebook, TikTok, non. Alors là, les réseaux, c'est justement, les réseaux qu'une personne ou un groupe de personnes peut constituer dans les rapports de vie en société, par exemple. Je pense aux associations, je pense, aux partis politiques, je pense à pas mal à pas mal de regroupements qu'on peut avoir, grou au groupe d'amis, tout simplement, en fait. Un groupe d'amis, peut faire partie justement de ce capital social. Donc selon Bourdieu, le capital social, c'est le réseau qu'une personne peut avoir, c'est la diaspora parce que comme vous le savez bien, au niveau de la diaspora, on a beaucoup d'associations. Donc la diaspora, en la dias la diaspora en soi fait partie du capital social qu'une personne ou un groupe de personnes peut avoir. Il y a aussi les solidarités. Qui dit réseau, qui dit diaspora, dit solidarité. Donc l'objectif, la plupart de ces réseaux, de ces associations, de tout ce qu'on a dans notre vie sociale, voilà, vise comme objectif ou comme but voilà, de faire de la solidarité, d'être solidaire entre les membres de tel ou tel réseau. En tout cas, je vous invite à vous intéresser si jamais ça vous parle, ces notions de capital humain, capital social, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aller en profondeur, en détail sur ces questions. Je vous invite voilà, à aller voir les travaux de Bourdieu, de François Héran, de Gary Becker et plein d'autres spécialistes qui parlent de ces questions qui sont pour moi très très intéressantes, s'il faut quand on parle de migration. Et alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne migre jamais seul. On ne migre jamais seul. Et surtout actuellement, à l'ère des technologies, à l'ère des réseaux sociaux, on est toujours en contact, on est hyper connecté, interconnecté, on est hyper interconnecté. Donc on migre avec des ressources, avec des relations. Et beaucoup de personnes, avant de partir, ils ont déjà un réseau, ils ont déjà un cousin, un frère, un parent quelque part avec qui ils construisent le projet, ils discutent. Et donc, en partant du pays d'origine, on part avec des ressources, on part avec des relations. Et une fois dans le pays d'accueil, et là aussi, on essaye justement de reconstituer son capital humain et son capital social.
Et dans mon livre, je parle beaucoup de ces réseaux invisibles qui rendent la migration, possible. Et au niveau de la diaspora, on a beaucoup d'associations qui permettent de rendre la migration, possible et moins douloureuse, moins pénible et surtout pour, les nouveaux arrivants. Alors, quand je dis association, je pense aux associations de la diaspora, mais aussi aux nombreuses associations dans les sociétés d'accueil, qui sont là pour accompagner, les migrants dans leur parcours. Alors, revenons à la question, du début. Pourquoi quelqu'un quitte son pays alors qu'il sait que ce sera dur ailleurs? Je répète la question. Je pense que vous l'aviez noté. Pourquoi quelqu'un quitte son pays alors qu'il sait que ce sera dur ailleurs? La réponse est simple, parce que parfois rester coûte plus cher que partir. On l'a dit. On a parlé d'État défaillant et on a parlé de François Héran, voilà, qui parlait d'État défaillant face à un État défaillant. Soit vous protestez, soit vous vous soumettez, soit vous partez. Et donc là, rester coûte plus cher que partir. Alors, la migration ne commence pas à la frontière. Elle commence là où l'espoir s'épuise. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à la migration. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt dans Trajectoire migratoire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Salut!